Alors, du coup, on était un peu à Lille, on était un peu dans le sud. On va venir un peu plus au milieu maintenant. On va accueillir Reiko Blondonnet, du coup, qui vient de Clermont-Ferrand. Allô, c'est bon? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de convier du coup les Clermontois pour la deuxième année consécutive à cet événement. Et pour cet événement, on nous a demandé de parler sur le respirateur, à savoir les réglages du respirateur à la fois au bloc opératoire et en réanimation. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Clermont ou qui ne savent pas le situer, Clermont, globalement, c'est au milieu de nulle part. C'est pile poil au milieu de la France. C'est là où le sceptre vient s'écraser sur la Gaule. Clermont, c'est connu pour sa jeunesse, ses soirées étudiantes. C'est également connu pour sa cathédrale noire. Le ciel aussi, on va dire, c'est normal, c'est la ville du pneu, c'est la ville de Michelin. Mais surtout, c'est connu pour son équipe de rugby. Et les organisateurs ont insisté pour qu'on parle du respirateur au bloc et en réanimation, surtout sans pression. Donc on ne va pas se mettre la pression et on va voir comment on peut appréhender les différents réglages ensemble. Donc on va tout d'abord commencer par le jeu des 7 erreurs. À savoir, vous allez devoir retrouver les erreurs qu'il y a en fait entre un anesthésiste et un réanimateur, hormis la couleur de la tenue. Globalement, il n'y en a pas, hein. C'est pour ça que nous sommes anesthésistes réanimateurs. On mêle les deux. Et pour le respirateur, le respirateur, c'est la même chose. Globalement, on règle de la même façon un respirateur au bloc d'anesthésie qu'en réanimation, hormis quelques subtilités. Et ce n'était pas le cas tout le temps, mais maintenant, en 2018, globalement, on arrive sur les mêmes réglages. Donc voilà, pas de différence entre les deux respirateurs. Mais c'est important de savoir pourquoi la ventilation, en fait. Pourquoi on ventile nos patients? Pour trois raisons principales. Tout d'abord, assurer les échanges gazeux. Ça paraît évident. Mais surtout pour prévenir les complications. Prévenir les complications liées à la pathologie, mais également prévenir les complications liées à notre propre ventilation. Et bien sûr, tout ça dans le but de diminuer la mortalité de nos patients et améliorer les soins. Les modes respiratoires. Globalement, au début de mon internat, je ne comprenais rien. Tout le monde me parlait de modes différents, variés, tout ça. C'est un peu comme la dialyse, hein. Chacun a son petit jargon, mais personne n'arrive à l'exposer de manière très claire. Donc là, on va essayer de voir pas à pas les différents grands modes de réglage du respirateur qu'il faut utiliser en 2018. Tout d'abord, juste pour mettre les bases, je ne rentrerai pas dans la ventilation non invasive, mais il faut différencier la ventilation invasive de la ventilation non invasive. Dans la ventilation non invasive, il y a en gros la CPAP de Boussignac. Alors on ne l'utilise plus trop, c'est juste une ventilation spontanée avec un effet PEP qui est lié à un cône de Venturi. Et cet effet PEP, on l'a globalement tous à peu près fait quand on était gamin. Nos parents roulent à 130 sur l'autoroute, on ouvre la fenêtre, on met la tête dehors et on a tous, voilà, on se prend l'air dans le nez et on sent que c'est difficile de respirer. Mais c'est exactement le principe de la CPAP de Boussignac. C'est mettre un énorme débit d'air ou d'oxygène qui va créer un effet PEP. C'est tout bête. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la VNI. Mais finalement, la VNI, comme nous on l'entend en réanimation, c'est une sous-partie de cette ventilation non invasive. Et cette VNI, c'est une VSAI-PEP, c'est-à-dire une ventilation spontanée sur laquelle on met une aide inspiratoire plus une pression expiratoire positive. Et en plus, dernièrement, il y a l'OptiFlow, où du coup la ventilation à haut débit, où ce sont des canules nasales avec une ventilation de l'ordre de 50 litres minute, et qui va créer un petit effet PEP qui est surtout retrouvé lorsque les patients ventilent la bouche fermée pour qu'il y ait le système de pression qui reste équilibré. Ça, c'est la ventilation non invasive. On ne va pas rentrer dedans. À côté, il y a la ventilation invasive. Il y a deux grands modes. Il y a les modes contrôlés, donc c'est-à-dire c'est nous qui allons prendre le contrôle des réglages et de la ventilation. Et sur ces modes contrôlés, on peut prendre le contrôle de deux paramètres. Soit on va régler notre volume, donc on est en volume contrôlé, soit
on va régler notre pression. Globalement, en France et dans le monde, la majorité des anesthésistes réanimateurs font le volume contrôlé. Après, il n'y a aucune différence d'efficacité entre volume contrôlé et pression contrôlée. C'est uniquement une histoire d'habitude. En tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est faut faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise en volume contrôlé, ce n'est pas la peine de faire de la pression contrôlée, et vice-versa. À côté, on a les modes assistés. On va commencer à arriver dans ces modes au moment du sevrage du respirateur chez les patients de réanimation. Quand on est en mode contrôlé, on endort le patient et on prend le contrôle complet. Le mode assisté, donc là, on retombe sur une VSAI PEP, comme dans la VNI, sauf que l'interface est différente. La VNI, on avait une interface non invasive, par un masque ou autre chose. Là, on arrive sur une ventilation invasive, sur une canule de trachéo ou alors sur la sonde d'intubation. Le mode en volume contrôlé, on a pu vous parler des modes volumétriques, donc ça parle de soi parce qu'on règle le volume. Et les autres modes, que ce soit en pression contrôlée ou en ventilation spontanée, à ce moment-là, on règle une aide inspiratoire, on règle une pression, et du coup, on devient en mode barométrique. Les modes complexes, pardon, tous les modes complexes dont on a pu vous parler, tout ça, le SmartCare, la SV, la VCRP, globalement, on peut oublier. On peut oublier, c'est déjà assez compliqué de faire de la ventilation, de faire correctement de la ventilation avec des systèmes qui sont avec des modes simples. Tous les autres systèmes, c'est pour de la recherche, c'est des choses marketing. Voilà. La base, c'est de bien savoir le mode contrôlé, le mode assisté et les différents déterminants. Vite fait, parce que globalement, j'ai toujours eu du mal avec débit carré, décélérant, voilà, mais on est obligé d'en parler un peu quand on fait un cours sur la ventilation. En mode volumétrique, le volume courant est fixe, il est assuré. Si je veux 400 ml, j'aurai mes 400 ml. Par contre, la pression dans les voies aériennes, elle est variable. Elle dépend de plein de choses, de la compliance du patient, de s'il n'est pas endormi ou pas, enfin voilà, des choses comme ça. Et on va avoir un débit carré, et sur les courbes du respirateur, on a cet aspect-là, où ici, encadré en rouge, ce sont les courbes de débit, et au-dessus, on a les courbes de pression. Ne pas confondre les deux courbes. À l'opposé, on a le mode barométrique. Là, le volume va être variable. On règle une pression dans les voies aériennes, celle-là, elle sera fixe, et le débit sera décélérant. Et sur le débit, on va avoir un débit décélérant comme ça, et les pressions, la case du dessus, seront fixes. Les réglages. Les réglages de base, il faut comprendre le principe comment nous réglons notre respirateur. Le but, c'est de jouer sur la PaO2 et la PaCO2. C'est le but du respirateur. Pour jouer sur la PaO2, eh ben, on va jouer sur la fraction inspirée en oxygène, la FiO2, ou alors la PEP, la pression téléexpiratoire positive. Plus on augmente la FiO2, plus la PaO2 augmente. Plus on augmente la PEP, plus la FiO2 augmente. Pour la PCO2, on va jouer sur le volume courant. Et les deux déterminants sont le volume, le VT, et la fréquence respiratoire. C'est deux ensembles qui déterminent le volume minute. Si on regarde pour les réglages de la FiO2. Alors, globalement, pourquoi il faut mettre une FiO2 pour avoir une saturation correcte et sur quoi ça s'oppose? Parce que vous avez certainement dû entendre parler, il ne faut pas mettre trop de FiO2, c'est dangereux, si on n'en met pas assez, c'est dangereux. Voilà, globalement, on ne sait pas quoi faire. En gros, c'est que d'apporter de l'oxygène au patient, il va y avoir deux effets qui vont s'opposer. Un effet pro-oxydant de l'oxygène. Les fruits, s'ils pourrissent quand on les laisse à l'air libre, c'est à cause de l'oxygène, c'est l'effet oxydant. Les atélectalysies de dénitrogénation, c'est-à-dire que dans notre alvéole va être remplie, si elle est uniquement remplie d'oxygène, l'oxygène est absorbé par l'alvéole, et du coup, à l'intérieur, il n'y a plus rien, parce que l'oxygène est passé dans le sang, et globalement, elle s'écrase. C'est ça une atélectasie de dénitrogénation. Et c'est pour ça que quand on respire de l'air, on sait que la majeure partie de l'air, c'est de l'azote, et il n'y a pas d'échange, donc ça garde une pression partielle au sein de l'alvéole. Et à l'opposé, d'apporter une FiO2 suffisante pour une PaO2 suffisante, ça diminue les complications péropératoires et diminution des infections de site. Globalement, malheureusement, on n'a pas de recommandations sur la FiO2 qui sont franches. Donc on fait un peu comme on veut. Pas tout à fait. Il y a différents arguments qui vont en la faveur de l'un ou de l'autre. En réanimation, un essai, c'était un essai pilote qui comparait 96 versus 82-92% de saturation dans le SDRA. Il n'y avait pas de différence de survie. Ce même essai est actuellement en cours, il a été arrêté.
On attend de voir les résultats. Et c'était le premier essai. Il n'y avait pas de différence en tous les cas en réanimation. À voir ce que vont donner les prochains résultats. Une méta-analyse Cochrane, du coup, cette fois-ci chez le patient du bloc opératoire. Globalement, les preuves pour utiliser une FiO2 haute sont insuffisantes à ce jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand on regarde une autre méta-analyse, on voit que les diminutions des complications péropératoires, et notamment les nausées, vomissements, et une amélioration de la fonction pulmonaire, ça sort significatif. Mais si on regarde, on a l'intervalle de confiance qui contient 1. Donc ça flirte avec le 1. À 1,01, ça serait plus significatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, le dogme du patient coronarien, chez qui on dit il faut de l'oxygène, c'est sûr. Et bien, chez ce patient-là, alors ce n'est pas un essai en anesthésie-réanimation, mais c'est des patients des patients qui font un infarctus. Et en gros, c'est leur mettre de l'oxygène à la phase initiale ou pas. Et bien, globalement, on voit qu'il n'y a pas de différence sur la mortalité, qui est un critère fort, chez les patients qui sont en train de faire un infarctus, chez qui on met de l'oxygène versus chez qui on ne met pas de l'oxygène, quand ils restent dans des ranges de saturation correctes. Donc, est-ce qu'on dit adieu à l'oxygène? Non, quand même pas. Mais probablement qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% de saturation en permanence. Donc, ce qui est admis à l'heure actuelle, c'est qu'en anesthésie, il faut une saturation en oxygène supérieure à 95. En réanimation, le SDRA, on peut avoir des seuils plus bas, 88-92. Sinon, dans d'autres cas particuliers, on va monter un peu plus au-dessus de 94. Dedans, il y a aussi les patients insuffisants respiratoires chez qui on va avoir tendance à avoir des objectifs de saturation plus bas. La PEP, elle repose sur quoi en fait? Donc là, c'est une vidéo, en fait, une imagerie, une sorte de scanner chez la brebis en temps réel. Et vous voyez en bas, ce qui est blanc, en fait, ce sont des atélectasies. C'est une brebis qui va être endormie. Et dès le début de l'anesthésie, en fait, il va y avoir des atélectasies. Ça, c'est lié à la position déclive des patients lorsqu'il y a une anesthésie, à la diminution du tonus des voies aériennes, de la cage thoracique liée à nos drogues anesthésiques, et également une ascension du diaphragme. Et donc on va avoir des atélectasies, on va avoir une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc l'utilisation d'une PEP repose sur une logique vraiment physiologique. Et est-ce que ça marche? Deux essais qui ont permis de montrer que ça marchait. Alors un essai qui est quand même assez ancien, 2018, sur des patients de réanimation en SDRA, où il y avait une incrémentation de la PEP en fonction de la FiO2. Et ça prouvait qu'il y avait un bénéfice de faire cela. Alors, c'était associé aussi à une ventilation avec des petits VT. Et au bloc opératoire, plus récemment, du coup, où il y avait une stratégie de ventilation protectrice avec l'utilisation d'une PEP. Et cela permettait de diminuer, du coup, la survenue d'événements indésirables. Donc, en gros, comment on utilise la PEP? En réanimation à ce jour, probablement qu'il faut utiliser la table de l'ARDS Network, qui date de 2000, avec l'accrémentation progressive. Après, est-ce qu'il y a une place sur la driving pressure? Enfin, là, on rentre dans du domaine un peu plus de spécialistes, mais il n'y a rien d'établi en tous les cas à ce jour. En anesthésie, il ne faut plus ventiler les patients sans PEP. On dit entre 5 et 10 de PEP. Chez le patient obèse, du fait de la cage thoracique, il faut augmenter les PEP. Les réglages, le volume courant. Bon, autre jeu, globalement, quelle est la taille des poumons entre Gérard qui a fait son infarctus et qui se met au yoga, et Jürgen, le prof de yoga aux tablettes de chocolat impeccable? Alors dans la réalité, c'est Julia et Marie-Thérèse, globalement à peu près le même âge, la même taille, sauf qu'il y en a une qui fait 2,5 fois le poids de l'autre. Et lorsque l'on fait du scanner avec reconstitution volumétrique du volume des poumons, on se rend compte que la taille des poumons est similaire. Donc le volume courant, c'est sur le poids idéal théorique, et ce poids idéal théorique n'est pas calculé, n'est pas le poids réel, pardon, il est calculé en fonction de la taille. Il y a des formules complexes qui peuvent nous donner vraiment cela. Après, si vous n'avez pas votre petite table dans votre poche, à ce moment-là, vous utilisez la formule. Chez l'homme, c'est globalement la taille moins 100. Et chez la femme, c'est la taille moins 110. Et à ce moment-là, on arrive à trouver le poids idéal théorique. Après, la question, c'est quel est le VT idéal? Est-ce que c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12? Alors, bien sûr, ça n'a pas été déterminé comme le poids du jambon à la fête de village. Non, encore une fois, les mêmes études en réanimation et en anesthésie,
l'ARDS Network, qui a montré qu'une ventilation à petit volume, c'est-à-dire à 6-8 ml/kg, diminuait la mortalité chez les patients en SDA. Et dans le cas de l'anesthésie, dans le cas de chirurgie lourde, vasculaire et digestive, le fait de diminuer, de ventiler à petit volume, vous voyez bien sur la courbe de Kaplan-Meier, ça diminuait énormément la survenue d'événements indésirables. Donc globalement, en réanimation au bloc opératoire, on ventile entre 6 et 8 ml/kg. Est-ce qu'il faut être plus à 6 ou plus à 8? Ça commence à être du domaine un peu plus de l'expert, mais globalement à 6-8, vous n'allez pas être délétère. La fréquence respiratoire, pas grand chose à dire, si ce n'est que la fréquence effective, c'est la fréquence réglée, qu'il faudrait probablement plus adapter notre fréquence respiratoire en fonction du pH que de la PCO2, mais en pratique, on fait entre 10 et 35 par minute, ce qui correspond à peu près à une ventilation physiologique. En tout cas, il n'y a rien de vraiment très riche sur la littérature. Deux autres choses, la notion de I sur E et de débit d'insufflation. Donc là, on a une courbe de pression en fonction du temps, uniquement en volume contrôlé. Cette courbe-là, vous ne l'aurez jamais en pression contrôlée. Et lorsque l'on est en volume contrôlé, on a un premier temps inspiratoire et un deuxième temps expiratoire. Et la physiologie fait que, globalement, on a 1/3 d'inspiration et 2/3 d'expiration. Quand on ventile tous, là, c'est à peu près ça. On divise notre temps respiratoire en 3. Donc c'est facile, en gros, le rapport I sur E, inspiration sur expiration, du coup, est égal à 2. En gros, l'expiration doit être 2 fois plus longue que notre inspiration. Et le débit d'insufflation, alors c'est extrêmement complexe le réglage du débit avec les respirateurs, mais globalement il faut mettre 60 litres minutes, ce qui correspond à peu près à 1 litre seconde, et comme ça on va avoir un débit suffisant pour apporter un volume minute suffisant à notre patient. Parce que si jamais on a un VT qui est assez élevé, avec une fréquence respiratoire qui va être assez élevée, si notre débit n'est pas assez suffisant, à ce moment-là, la machine ne va pas pouvoir délivrer assez de gaz, et ça va être problématique. Attention sur vos respis, les respis ne sont pas toujours asservis. Donc si vous modifiez votre fréquence respiratoire ou vous modifiez votre débit, regardez toujours votre I sur E. Parce que si on en modifie un sans modifier l'autre, ça va modifier le I sur E, et on peut avoir des inversions de I sur E, ou alors avoir des patients qui ont un I sur E à 1 sur 5, des choses comme ça. La surveillance. Vite fait, ce qu'il faut surveiller tout le temps, ce sont les pressions respiratoires. En mode barométrique, lorsqu'on règle une pression, c'est facile. La surveillance, c'est nous qui la mettons. Si on règle à 29 cm d'eau, il ne va pas y avoir plus que 29, c'est nous qui l'avons réglé. Par contre, dans les modes volumétriques, où on règle un volume, là, la pression, ce n'est pas nous qui la réglons. Donc du coup, il va falloir la surveiller. Et encore une fois, cette courbe de débit-pression, donc vous voyez, c'est les courbes qui sont tout en haut, ici, pas comme tout à l'heure les courbes du milieu du débit. On va avoir la pression de crête. C'est la pression qui règne dans les voies aériennes supérieures. Globalement, elle nous intéresse, alors on ne va pas dire elle ne nous intéresse pas, mais elle nous intéresse peu. Ce n'est pas elle qui va être déterminante des lésions qui vont être faites au niveau alvéolaire. Donc les alarmes, on peut les mettre hautes concernant la pression de crête. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la pression alvéolaire, parce que c'est le moment où les pressions vont s'équilibrer, et c'est la pression qui règne au sein de l'alvéole. Et cette pression alvéolaire, il faut qu'elle soit inférieure à 25 cm d'eau au bloc opératoire, et en réanimation, il faut qu'elle soit inférieure à 30 cm d'eau. Chez l'obèse, on peut peut-être se permettre un peu plus, mais encore une fois, on arrive dans de la discussion de spécialistes. Mais retenez une pression inférieure à 30 en réa et inférieure à 25, et comme ça, ça évitera de faire des dégâts. Et pourquoi on surveille tout ça finalement? Pourquoi on s'en fout pas? On laisse le réglage de base 500 x 12, 60% de FiO2, et allez, c'est bon, ça tiendra bien, quoi. Parce que ça marche dans la réalité. Notre patient, on le sort du bloc opératoire ou de la... Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Le problème, c'est qu'en anesthésie et réanimation, on lutte en permanence contre les VILI. Les VILI, c'est ni plus ni moins que les lésions que nous allons induire par notre ventilation. Et ces lésions sont de deux ordres. Globalement, les volotraumatismes, ce sont les traumatismes qui sont liés au volume. Vous imaginez bien, si on surdistend l'alvéole, schématiquement, elle va se déchirer et forcément, ça va faire du dégât. Et les barotraumatismes, donc si on surpressurise les voies aériennes, on va avoir également une distension au niveau de l'alvéole et on va avoir des traumatismes. Et cette image, ce sont des poumons de lapin.
Et vous voyez, si vous voulez, des poumons normaux qui sont à gauche, au milieu des poumons après 5 minutes de ventilation. Donc là, on est sur des gros régimes de ventilation pour un lapin. On commence à voir apparaître des taches hémorragiques et ischémiques. Et après 20 minutes de ventilation, on voit bien du coup un énorme œdème avec une nécrose des poumons. Ça, c'est de manière caricaturale et expérimentale. Mais globalement, chez vos patients, si on ne respecte pas tous ces principes, on va produire des villis. Et du coup, on va accroître les complications et accroître la mortalité de nos patients. Donc en conclusion, globalement, on est anesthésiste réanimateur. Donc ce qu'on applique au bloc, on l'applique en réanimation, et ce qu'on applique en réanimation, on l'applique également au bloc. Ça vaut pour beaucoup de choses. Pour le remplissage, c'est pareil. Il faut adapter le respirateur au patient et non l'inverse. Hein, si jamais votre patient il est désadapté ou des choses comme ça devient du coup un peu plus complexe dans le réglage, mais il va falloir adapter le respirateur et pas forcément le rendormir pour qu'il soit exactement comme on veut qu'il soit ventilé. Et surtout, il faut garder à l'esprit, quand vous faites vos réglages, il faut toujours limiter les VI. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette belle présentation. Est-ce que vous avez des questions sur la ventilation? C'est quand même un peu notre cœur de métier. Là, qui est la box? Vas-y, montre. Lève-toi, montre-toi. Elle est en bas à gauche, la box. Beau tir. Bonjour. Bonjour. Ma question comporte sur la FiO2. Est-ce qu'elle doit intervenir dans nos réglages respi et à combien on pourrait mettre l'alarme? Parce que de base, elle est réglée sur 30, je pense, sur les respi. Ouais. Et est-ce qu'on peut descendre en dessous en FiO2 inspiré ou pas? Ah oui, tu peux descendre jusqu'à 21%. Après, c'est pas possible. Oui. Voilà, ou alors il faut mettre dans une enceinte particulière, mais tu as 21%, tu peux ventiler en air ambiant. Hein. Les patients, s'ils ont 100% de SAT en air ambiant, il n'y a pas besoin de le mettre à 25 ou 30 parce qu'on se dit que c'est quand même bien. Donc s'il a tout bon à 21, on le laisse à 21%. D'autres questions? Ouais, là, à ta gauche. À gauche, à gauche. Ah. Avec les projecteurs. Un beau tir en cloche, vas-y. Pas mal. Champion. Pourquoi cette différence entre 25 et 30 en pression de plateau entre Anest et Réa? Globalement, parce que c'est à l'heure actuelle, c'est ce qui est démontré. D'accord. Voilà, c'est vrai que alors il y a une petite différence. C'est vrai que en anesthésie, on a un modèle de poumon sain a priori, sauf s'ils viennent sur des pathologies, des patients de réanimation qui sont transférés en anesthésie. Mais on a un beau modèle expérimental de poumon sain. Et en réanimation, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un beau modèle expérimental de poumon pathologique. Donc forcément, les deux poumons ne vont pas avoir tout à fait les mêmes caractéristiques à la base, et on peut tolérer un peu plus du coup chez le patient de réanimation. Mais peut-être qu'un jour, on nous dira on peut aller jusqu'à 30, et à ce moment-là, on ira jusqu'à 30. Hop, devant. Ah. Oui, bonjour. On n'a pas du tout parlé des mesures de recrutement alvéolaire. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait les recommandations dessus? Ça tombe bien, j'ai prévu des diapos sur ça. Ah, ok. On peut remettre le diaporama. Alors j'ai pas voulu en parler parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps et de surcharger ça. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Alors faut-il faire ou ne faut-il pas faire le recrutement alvéolaire? Globalement, dans les praticiens hospitaliers, je pense qu'il y en a qui y croient. Ceux qui y croient, et ceux qui y croient pas, n'y croient pas. Est-ce qu'on peut revoir le topo? Ah, ça c'est en train. Voilà. La notion de recrutement alvéolaire, donc une diapo de Slutsky de 2006 du New England, vous fait voir ici ce qu'est le recrutement alvéolaire. Le principe du recrutement alvéolaire, encore une fois, vous allez me dire je suis bloqué dans l'enfance, mais on l'a tous fait. Vous prenez un ballon de baudruche, vous le gonflez. Voilà, il est déjà un peu gonflé, c'est facile de le gonfler, de le dégonfler, de le gonfler. Vous prenez ce ballon, vous l'écrasez, vous le mettez au fond de votre poche. Il est tout ratatiné. Maintenant, il faut le regonfler. On a tous fait. On souffle à fond pour qu'il se dégonfle. D'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. C'est exactement le même principe que sur le recrutement alvéolaire. C'est beaucoup plus facile de maintenir une alvéole ouverte, quand elle est déjà ouverte, que de réouvrir une alvéole qui est
fermé. Tout ça parce qu'il y a plus de pression partielle en fait quand l'alvéole est au contact, les deux parties de l'alvéole sont au contact. Et ben les deux sont attachés schématiquement. Et pour les détacher, il va falloir faire beaucoup, mettre une grosse pression. Et si on fait notre ventilation classique avec notre PEP, par exemple, eh ben on va éviter d'en créer d'autres. Vous avez vu sur le poumon de brebis, on a des atélectasies qui vont se produire. Et donc on va juste éviter qu'elles ne se produisent. Mais une fois qu'elles sont là, ces atélectasies, notre pression ne va pas être suffisante pour les rouvrir, pour les enlever. Et le principe du recrutement alvéolaire, ça va être de mettre une grosse pression pour justement ouvrir du coup ces zones atélectasiées et ainsi diminuer. Et là on le voit sur le poumon par exemple. À droite, vous avez un poumon qui est ventilé, donc les zones en haut, là, on sent qu'elles sont ratatinées. C'est ça de l'atélectasie. Et au fur et à mesure, la pression augmente pour faire une manœuvre de recrutement, et jusqu'à la diapo D, où on voit bien que le poumon est entièrement ouvert. Et alors, je ne sais pas s'il y en a de vous qui ont déjà vu des prélèvements d'organes lorsqu'ils prélèvent les poumons, mais vous verrez, si vous avez la chance d'en faire, le poumon, il y a forcément de l'atélectasie. Et les équipes qui prélèvent demandent de mettre une PEP suffisante et de recruter. Et là, à ce moment-là, on voit tout le poumon en fait, qui se déplisse. Et on voit vraiment une manœuvre de recrutement en temps réel. Et ça permet d'ouvrir nos alvéoles. Alors, le concept, ça paraît séduisant. Le problème, c'est que ceux qui décrivent ces manœuvres de recrutement, c'est qu'en gros, on va mettre une grosse pression. Sauf que si je ne mets pas une pression suffisamment haute, mais que j'en mets quand même une assez haute, globalement, mes zones atélectasiées, je ne vais jamais les rouvrir. Et mes zones qui sont déjà normalement aérées, je vais les surdistendre et créer du barotraumatisme. Donc c'est ça qui est décrit. En tous les cas, à ce jour, dans la littérature, au bloc opératoire, toujours le même article, où c'était une ventilation protectrice, donc avec des petits VT plus l'application d'une PEP, et réalisation de manœuvres de recrutement. On est sur de la chirurgie majeure, digestive et vasculaire essentiellement. Et globalement, de faire ça, ça diminue les complications post-opératoires, ça améliore la survie. Ça, c'est au bloc opératoire, donc il semble, en tous les cas, sur les chirurgies majeures prolongées, qu'il faille faire des manœuvres de recrutement. En réanimation, c'est un petit peu plus compliqué. Dans les recommandations, il est probable qu'il faille faire une manœuvre de recrutement après avoir intubé un patient en réanimation. Par contre, sur le poumon, qui a le poumon lésé, on va dire le modèle le SDRA. Un article, JAMA, l'année dernière, en gros, il ne faut pas faire de manœuvre de recrutement. Voilà ce qui conclut. Alors, il ne faut pas en faire, mais oui quand même. Alors c'est compliqué, c'est vraiment pour ça, probablement qu'il ne faut en faire qu'à certains types de patients. Et c'est tout l'intérêt d'une étude qui est finie, qui est en cours de publication, l'étude live faite actuellement, qui permettait en fait de dire est-ce qu'on va faire une stratégie individualisée de la ventilation pour nos patients ou est-ce qu'on va ventiler tous nos patients de la même manière. Et cette stratégie de ventilation, elle est différente en fonction de la morphologie de l'atteinte pulmonaire. Au cours du SDRA, si on croit à la morphologie, en gros, on peut dire qu'il y a deux types de morphologie. Il y a une morphologie non focale, c'est-à-dire diffuse. Le parenchyme pulmonaire est atteint dans son intégralité. Et il y a un autre morphotype qui est focal, donc c'est bilatéral, plutôt au niveau des bases, mais pas dans l'intégralité. Et probablement que d'appliquer une manœuvre de recrutement chez des diffus, on va appliquer l'hyperpression de manière homogène sur tout le parenchyme, donc on va recruter notre patient sans surdistendre les zones, parce que globalement, ils sont toutes pathologiques. Et chez le patient qui sera focal, si on fait ça, on ne va pas aérer les zones qui sont atélectasiées. Par contre, on va surdistendre les zones qui sont non pathologiques et on va créer des dégâts. Voilà, donc probablement qu'il faut le limiter aux SDRA qui ont un morphotype diffus ou non focal. Et chez les patients qui ont un morphotype focal, il faudra plutôt faire du postural avec notamment le décubitus ventral qui va aérer ces zones. Voilà, c'est un peu le schéma. Après, il y a des gens qui ne croient pas du tout à la morphologie pulmonaire et qui ne croient pas du tout aux manœuvres de recrutement. Mais c'est un peu, en tous les cas, l'état d'esprit en 2018. Super, merci beaucoup Raiko.